Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission avec toujours Stéphane Carcillo, Ludovic Dessauté, Denis Père et Antonin Bergeaud pour parler des cordes de rappel sur les finances publiques. On en a parlé lors de la première partie de cette émission. Beaucoup trop de hausses d'impôts, pas assez de maîtrise des dépenses. Et pourtant, Antonin Bergeaud, Bruxelles a rendu sa copie sur la procédure budgétaire française. Ah, c'est un plan sain, quoi. Pour Bruxelles, tout va bien. Étonnant, non ? Oui, alors je pense que de toute façon, c'est des choses qui se voient, c'est un jeu répété qui se fait très régulièrement. À mon avis, Bruxelles a voulu signifier que le fait que la question de la réduction du déficit soit autant rentrée dans le débat public, c'était déjà un bon pas en avant. Oui. Et ils ont toujours confiance dans le fait, après, alors même s'ils prédisent, je crois, que le taux d'endettement ne va pas abaisser à court terme, mais bon, ils ont, à mon avis, derrière la tête l'idée qu'on va devoir de toute façon réduire le déficit, oui. qu'on est dans une phase de transition un petit peu compliquée avec l'instabilité politique, mais qu'à moyen terme, tout ça va se résorber. Et il y a une espèce d'optimisme sur l'idée qu'on va ramener le déficit quand même d'ici quelques années vers une trajectoire un peu plus soutenable. Alors, je rappelle les chiffres quand même. Donc, 4,9%, tout juste sous les 5% en 2026. Mais comme la Commission fait ses prévisions, toutes choses égales par ailleurs, elle voit le déficit remonter à 5,3, en légère remontée en 2027 tout de même. Voilà. Et compte tenu du taux de croissance dont on a déjà parlé, qui est à peu près à 1% en potentiel, en fait, on a ce niveau de déficit, en fait, nous fait exploser le taux d'endettement. Donc là, c'est vrai 120% de dette en 2027. Ouais. Voilà. Et donc effectivement, moi, je trouve ça assez surprenant, cette clémence de ce point de vue-là, parce qu'effectivement, notre taux d'endettement, alors sauf à parier sur une augmentation de la croissance dans quelques années, mais je ne pense pas que ce soit trop l'état d'esprit. C'est plutôt préoccupant. Oui. Peut-être que Bruxelles n'a pas voulu rajouter de la panique et de l'instabilité. Oui, c'est plus vraiment. Il y a beaucoup moins de pression de Bruxelles depuis la révision du cadre de gouvernance des finances publiques européennes. On a l'impression que là, finalement, tout passe maintenant, Stéphane Carcillo. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout qu'en fait, il n'y a pas d'appréciation de la nature de l'ajustement et de la discussion. On a dit qu'il n'y avait pas assez de réflexion sur la baisse des dépenses et trop d'innovation en matière fiscale. Oui. Et en fait, ça a un effet sur la croissance et donc sur la capacité à faire baisser le taux d'endettement par rapport au PIB dans les années qui viennent. Si le PIB ralentit, ou si on a une croissance anémique entre 0,5 et 1% ou autour de 1% pendant plusieurs années, notre taux d'endettement, il risque de se maintenir à ce niveau ou de continuer à augmenter. Si on a une croissance de 2% comme en Espagne, le taux d'endettement, il va baisser. Et oui. Or, ce qu'on sait des ajustements budgétaires des 30 dernières années, c'est que pour que l'ajustement budgétaire ne pèse pas à long terme sur la croissance, il faut qu'il y ait une majorité de baisse de dépenses et une petite part de hausse d'impôts. Et pas le contraire. Pas une majorité de hausse d'impôts et une petite part de baisse de dépenses. Quand vous baissez les dépenses, ça fait mal à l'économie l'année où vous le faites, mais elle repart derrière parce que l'argent est réinvesti dans le secteur privé. Quand vous augmentez les impôts, ça fait beaucoup moins mal à l'économie l'année où vous le faites, mais ça pèse sur la croissance les années suivantes parce que ça pèse sur les dépenses, sur les investissements et sur la consommation. Et donc, la composition de l'ajustement budgétaire va peser sur la capacité de la France à soutenir sa dette dans les 10 prochaines années. Et va jouer sur la croissance. Est-ce qu'on sait la bonne recette ? Que dit la littérature économique sur la bonne recette et le bon équilibre entre recettes et dépenses, maîtrise des dépenses et hausse des recettes pour une soutenabilité de la dette ? Il y a des travaux notamment de Alizina qui montrent qu'effectivement, c'est plus du point de vue de l'effet sur la croissance qui, en définitive, ce qu'on veut acquérir, c'est effectivement, comme Stéphane vient de le dire, il faut plutôt agir sur les dépenses, réallouer, alors pas forcément, en tout cas réallouer le budget vers des dépenses qui sont plus productives, plus efficaces, et pas tellement sur la fiscalité, qui a un effet effectivement multiplicateur inférieur. Mais en fait, c'est surtout que sur les dépenses, il y a tout un certain nombre de dépenses dont on a quand même beaucoup d'estimations dans la littérature, qu'à horizon 10 ans, elles se financent toutes seules et elles génèrent en fait, en termes de croissance, des gains qui font qu'on ne devrait pas hésiter une seconde à les faire.
Le seul problème, c'est que l'école, la recherche, même le militaire, on a des estimations d'effets de retour sur investissement d'€1 mis dans la recherche militaire qui est de l'ordre de 2,5. Donc vraiment des choses qui sont largement supérieures à ce qu'on fait actuellement. Le problème, c'est qu'il y a la transition, c'est-à-dire que ça met 10 ans. Donc déjà, le gouvernement qui en bénéficie, c'est pas celui qui prend le coup à court terme. Et dans la transition, ça creuse le déficit. Et puis, comme on a une croyance, qui est pas une certaine forme d'incertitude sur l'effet que ça va avoir, il y a assez peu de paris qui est fait là-dessus. Mais on devrait pas attendre. Enfin, on devrait vraiment aller dans ces investissements d'avenir parce que sous prétexte que ça met du temps à arriver, on ne les fait pas, mais ça ne fait que décaler le problème encore plus. Et oui, je reste sur mes forces de rappel sur les finances publiques qui disparaissent les unes après les autres. Bruxelles, ça a été pendant des années un peu, par l'effet médiatique que pouvaient avoir ces avis, une forme de pression sur le politique. Il y a aussi les marchés, normalement, qui sont là pour sanctionner quand les finances publiques dérapent. Et là, ce qu'on voit, Ludovic de Sauté, sur les taux français, c'est que ça se détend. Oui, ça se détend. En réalité, c'est quoi ? C'est merci l'euro ? Alors, merci l'euro, ça c'est certain, parce que c'est en tout cas pour Ou est-ce que ça ne devient pas un piège finalement qui fait qu'on ne mène plus les réformes ? Avec justesse, c'est que ce rôle un peu de gardien de l'orthodoxie budgétaire, peu importe, on va l'appeler comme ça, de Bruxelles, un rôle sur lequel Bruxelles a quand même levé lourdement le pied cette année. D'abord, il n'y a pas que la France qui est concernée, il y a plein d'autres pays. Absolument. La maladie, elle est un peu globale, pas tous les pays, mais il y a l'Autriche, la Pologne, la Roumanie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a des situations différentes et variables, mais la France n'est pas le seul enfant malade au niveau européen, dans la famille européenne. Après, moi, ce qui m'inquiète dans la recommandation, c'est-à-dire que d'abord, Bruxelles, c'est en gros, on ne va pas tirer son ambulance. Ce pays s'est pris une triple dégradation cette année. Oui. La France, en l'occurrence, donc c'est bon, les constats ont été posés. L'inquiétude qui est dans le document et dans les notes de Bruxelles, c'est sur l'incertitude. Et à chaque fois, on croit à ce thème-là, c'est-à-dire à quel point... On a vu sur les agences de notation aussi. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le scénario sur, cette année, on va peut-être ramener l'an prochain à 4,7 avant une remontée au-dessus des 5. En fait, Bruxelles est en train d'accepter le fait que, de toute façon, il y a la présidentielle de 2027, qu'on va être dans un scénario où on n'est vraiment pas sûr qu'il y ait un capitaine sur le bateau avec une capacité à donner des orientations, que le budget 26 est probablement une petite rigolade par rapport au budget 27, qui va être probablement très, 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 très complexe, honnêtement, et qu'on rentre dans 2 années où, Bruxelles dit à la France... On ne va pas vous tirer dessus, essayer de gérer, essayer de rester dans la zone des 5%, mais honnêtement, on voit bien que même l'avis qui est donné est un avis qui devient caduque s'il y a une loi spéciale dans quelques semaines. C'est-à-dire que puisqu'on rechange de scénario budgétaire et on repart sur une autre trajectoire. Donc, la France est dans le piège de l'incertitude. C'est surtout ça, c'est-à-dire au-delà des chiffres, c'est de l'incertitude sur lequel, et malheureusement, on risque d'être embarqué sur 18 mois. Denis, sur les taux ? Oui, je suis très en phase avec cette analyse. Moi, je pense que ça peut être aussi simplement le calme avant la tempête. Enfin, les messages, effectivement, sont passés, le diagnostic est posé, on a été dégradé plusieurs fois. Et aujourd'hui, la France, c'est quand même le mauvais élève, c'est un des pires, parmi les mauvais élèves quand même, voire le pire, surtout de la copropriété qui est l'euro. Enfin, en étant la deuxième économie. En étant la deuxième économie. On est le copropriétaire qui laisse ses poubelles dans les parties communes, qui fait des fêtes jusqu'à 3h du matin. À un moment donné, ça va finir par exaspérer nos voisins européens. Regardez l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, le niveau moyen des pensions en Allemagne est 20% en dessous de la France. Et donc, nous, on se paye le luxe d'avoir des pensions qui sont 20% au-dessus, et en plus, de s'arrêter à travailler à 62 ans, alors qu'ils sont depuis longtemps à 66 ans. Enfin, ça n'est pas défendable une seconde. Enfin, l'opinion publique allemande va se rebeller à juste titre en disant les Français, arrêtez de faire n'importe quoi. Et ce jour-là, la Troïka débarquera à Paris, et ça sera sanglant. Ça sera effectivement baisse des pensions de 1%, baisse des salaires des fonctionnaires de 10-20%. Ça sera le scénario à la grecque, qui n'est d'ailleurs pas le meilleur non plus, parce que c'est pas là qu'on fait vraiment des réformes structurelles. Sauf si effectivement ils décident que dorénavant le départ à la retraite est à 66-67 ans, ça peut nous aider, que ce soit imposé par des tiers. Mais les réformes de structure dont on a besoin, c'est pas la Troïka qui les fera probablement. C'est nous qui devons nous mettre autour de la table. C'est des réformes compliquées avec des hommes et des femmes. C'est des problèmes d'organisation, de management, de système d'information. C'est lourd, c'est complexe, ça prendra du temps. Il faut qu'on s'y mette nous-mêmes. Je voulais revenir sur un point précis de la note de la Commission européenne qui est sur l'emploi. Stéphane Carcillo, les prévisions de chômage sont en hausse pour la France à Bruxelles, 7,5% en 2025, 8,2% de chômage en 2027. Or,
pour l'instant, il semble tenir le marché de l'emploi en France. Où en est-on ? Et est-ce que ce chiffre de 8,2 est crédible pour 2027 ? Alors, jusqu'à présent, j'ai dit que le marché du travail résistait très très bien au ralentissement de l'activité économique. Et là, j'ai regardé les derniers chiffres et objectivement, je pense qu'on arrive au bout. De cette résistance. Le taux de chômage a été révisé, publié la semaine dernière. Pour le troisième trimestre, on est à 7,7%. Donc la commission raisonne en moyenne sur l'année. Donc si elle dit 8,2 sur l'année prochaine, ça veut dire qu'on sera probablement... Pour 2027. Oui, pour 2027. Pour 2027, ça veut dire qu'on atteindra les 8% probablement l'année prochaine. Et c'est très crédible parce que ce qu'on voit, c'est à la fois un très fort ralentissement de l'emploi, des destructions sur certains trimestres, on est quasiment à zéro. Alors certes, l'emploi, la bonne nouvelle, c'est que l'emploi a beaucoup progressé depuis 2019 et se maintient à un niveau plus élevé. Oui. Et le taux d'emploi a aussi progressé grâce à... Notamment chez les seniors, oui. Grâce aux réformes des retraites qu'on est en train d'arrêter, mais grâce aux réformes des retraites, ça a progressé. Mais cette progression-là qui était très positive, ça y est. On atteint là Donc là, on a un pic. Vous êtes en train de nous dire qu'on entre dans une phase d'augmentation du chômage. Voilà, je pense que le chômage va monter. Les tensions de recrutement sont en train de baisser très fortement dans l'industrie, dans les services, à des niveaux qui sont en deçà maintenant de 2019. Donc je pense que le marché du travail est en train de se retourner sous l'effet du manque de croissance et surtout de l'incertitude. Je veux dire, parce qu'à un moment donné, comment voulez-vous faire des investissements quand vous ne savez pas, quand vous êtes, que ce soit une entreprise ou un particulier, quand vous ne savez pas quel sera votre traitement fiscal. C'est ce qu'on entend très régulièrement sur ce plateau, c'est-à-dire que là, ça y est, les investissements sont gelés, les embauches sont gelées, effectivement, et que donc tout cela est à venir devant nous, Denis Père. Oui, d'autant plus qu'on ne connaît pas non plus l'impact de l'IA sur l'emploi. Il y a quand même des vraies questions. McKinsey a annoncé, là, il y a 2 jours, le licenciement de 300 employés tech, développeurs. Oui. On voit bien qu'il y a des grands groupes qui même licencient aujourd'hui et d'autres qui ne recrutent plus du tout. Walmart a dit aux États-Unis, je ne recrute plus pendant 3 ans de jeunes diplômés. Parce que l'IA nous permet de faire des gains de productivité qui sont considérables. Donc ça, on ne sait pas quel impact ça aura. Alors moi, j'ai une vision plutôt techno-optimiste, en disant voilà, la tech, ça fait très longtemps que ça génère des gains de productivité. Certes, ça détruit les emplois, mais ça en crée beaucoup d'autres. Mais il y a des gens, et peut-être à juste titre, qui sont sceptiques par rapport à ce discours. Quand on voit les annonces d'Elon Musk, je ne sais pas si vous avez vu, avant, il vend sa cam, il vend ses robots Optimus. Ses robots humanoïdes. Il vend ses robots humanoïdes Optimus, et il dit, en fait, ils vont remplacer, tous les emplois face à un ordinateur vont disparaître dans les années qui viennent. Tous ces emplois vont disparaître. Optimus, ça sera même un chirurgien qui sera meilleur que le meilleur des chirurgiens. Je veux dire, après, jusqu'où ça va, quoi, hein. Et cette question, personne n'a la réponse véritablement aujourd'hui. Et on voit d'ores et déjà, effectivement, un impact sur l'emploi avec des licenciements et des arrêts d'embauche. Donc ça reste un point d'interrogation. Antonin Barjot, sur l'emploi, le marché de l'emploi en France. Alors, c'est effectivement, on voit un effet de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Alors, pas en France, en tout cas pas encore sur les licenciements, parce qu'on a tendance à quand même préserver sa force de travail, mais sur le gel des embauches. Et donc, un impact sur l'emploi qui est plutôt concentré sur... Ça, on est capable de le mesurer, d'ores et déjà ? Alors, c'est très préliminaire, parce qu'on a encore pas beaucoup de recul, mais on va sans doute avoir très bientôt des premiers éléments qui vont arriver. La difficulté en France, c'est qu'on sort d'une période d'apprentissage, de récupération post-Covid, où l'emploi des jeunes a quand même très rapidement augmenté. Donc c'est difficile de savoir si c'est une correction ou si c'est l'effet de l'IA. Mais on voit quand même que, et encore une fois, il faudrait attendre des chiffres plus récents, mais on voit que l'effet sur les métiers dont on pense qu'ils sont plus concernés par l'exposition à l'IA, donc les jeunes sont plus impactés. Il y a une baisse de l'emploi des jeunes dans ces métiers. Aux États-Unis, c'est très clair. Il y a des études où on le voit de manière très nette. Chez les jeunes, les cadres moyens. Il y a une étude où on le voit au Danemark. Donc, a priori, c'est quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qu'on entend, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, des entreprises qui disent on va attendre un petit peu avant de recruter, de voir vers où va la technologie, est-ce qu'on aura encore besoin de gens. Ce qui, en plus, pose des problèmes de compétences dans l'entreprise qui vont être, à mon avis, de premier ordre très rapidement. Parce que si on arrête de former des jeunes pendant longtemps,
faut faire un pari sur le fait qu'effectivement Elon Musk a raison et que la technologie va être très autonome et très productive, parce que si on a besoin finalement d'humains, on va plus en avoir beaucoup dans peu de temps. Nos jeunes vont vieillir à un moment, hein, et on aura besoin dans l'encadrement. Vous dites ça va venir. Le sentiment de beaucoup d'experts que je reçois autour de ce plateau, c'est qu'on y est là. 2025, c'est un peu l'année de la bascule en termes d'intelligence artificielle et d'adoption dans les entreprises. Oui, alors il y a des questions de rendement aussi, de retour sur expérience, et puis il y a la question de la bulle IA et tout ça. Sur la question de l'emploi, c'est dur aujourd'hui de se projeter sur le lien IA-emploi, parce que ce que disait Denis est très juste, c'est-à-dire qu'il y aura probablement des circulations, je veux dire, entre métiers, Après, moi, je rebondis sur ce que disait Stéphane sur la question stricte de l'emploi. Il y a quelque chose qui nous a probablement tous étonnés ces derniers mois, c'était un peu, vous savez, c'est un peu comme ces super tankers, là. Le moteur a arrêté, et puis avec l'inertie, ça continue à rouler. C'est-à-dire que il y avait des indicateurs, que ce soit la balance commerciale, l'investissement, l'emploi, se dire, tiens, c'est marrant, on croit que tout plongerait plus vite. Et finalement, l'économie tient finalement. Ouais. Alors, il y a deux lectures possibles. Soit on se dit que l'économie française a pris une maquille, en se disant, de toute façon, on s'en fout de la politique, et on va continuer à vivre notre vie et croire à l'avenir. Il y a une autre lecture qui est probablement, j'allais dire, moins agréable, c'est à quel point, finalement, la France et l'Europe, globalement, on est en train de rater un monde qui décolle. Oui. Parce que mondialement, on est dans une période de rupture, que ce soit sur l'intelligence artificielle, l'électrification des voitures en Chine et autres, et que l'Europe, et notamment la France, pris dans ces grands problèmes, pareil pour l'industrie allemande, dans ces grands problèmes de virage et autres, on est en train de rater une période économique majeure au plan mondial. Ce qu'a rappelé Christine Lagarde cette semaine sur l'intelligence artificielle. En fait, on sait dans un monde qui irait probablement très bien. Oui. En fait. Il y a un certain Donald Trump qui a mis un peu le bazar aussi au passage, on va pas le renier, mais au-delà de ça, l'emploi, et je suis entièrement d'accord avec ce que disait Stéphane, c'est que le miracle, enfin l'espèce de suspension qu'on a eue sur l'emploi ces derniers mois, on a probablement atteint le maximum. On voit les plans sociaux dans beaucoup de domaines. Et ce qui est étonnant, c'est vraiment la diversité des domaines. C'est-à-dire, c'est pas juste de l'industrie. Oui. Ça tombe dans la banque, ça tombe dans le conseil, ça tombe dans la tech. Enfin, c'est en train de tomber, et à chaque fois, c'est des plans. Hier, à Ben Amro, c'est 5000 emplois, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est des plans assez colossaux. On est en période de mutation, et il y a le risque aujourd'hui, c'est que dans le cocktail de 2027 de la présidentielle, au même titre que l'industrie, l'emploi soit un des thèmes majeurs. Oui. Donc, ça soit le grand retour de l'emploi.